Maintenant, ici, on va essayer de comprendre à partir de quel moment il va y avoir une usurpation d'identité. C'est-à-dire à quel moment l'Éthiopie, qui était le Soudan, va devenir l'Éthiopie d'Addis Abeba, d'Addis Abeba, le pays d'Haïlé Sélassié, le pays de la Libella, tout ça. Là. À quel moment il va y avoir ce changement? Premièrement, c'est avec la conversion du roi Ezana. D'accord? C'est à partir de là que ça va partir, que cette usurpation va avoir lieu. Donc, le roi Ezana, pour ceux qui ne savent pas, c'est le roi qui va être le premier roi qui va être converti au christianisme. D'accord? Le premier roi éthiopien, donc quand je dis maintenant, je dis éthiopien, c'est les Éthiopiens d'aujourd'hui là. D'accord? Donc, eux, s'ils sont chrétiens, ce n'est pas parce que le christianisme vient de chez eux, c'est parce qu'il a été converti au christianisme, parce que leur roi a été converti au christianisme. Et il va être converti au christianisme par un Syrien du nom de Frumentus. Frumentus. Cherchez sur Internet, achetez des livres, documentez-vous pour voir si ce que je dis, c'est des bêtises, si je dis n'importe quoi. D'accord? Voilà. Parce que j'essaie d'être transparent. Donc, ce fameux Syrien a une culture grecque. Et c'est lui qui va venir convertir le roi Ezana. Et le roi Ezana va devenir chrétien à cause de ce monsieur-là. D'accord? Vous voyez donc le christianisme, c'est quelque chose qui n'est pas africain. Ça vient de la Syrie. En tout cas, c'est les Syriens qui sont descendus en Afrique et convertir le roi. Mais le fameux roi Ezana ne va pas se convertir parce qu'il aime cette religion. Il va se convertir à cette religion pour pour pouvoir mettre en place son impérialisme. Parce que lui, il n'a qu'un seul but, c'est de pouvoir créer un empire. Et pour créer un empire, tu dois à un moment donné être allié à d'autres personnes qui vont te laisser ou t'appuyer pour pouvoir créer cet empire. Et comme à l'époque, l'empire byzantin était l'empire du moment, donc il va faire alliance pour qu'il puisse détruire détruire entre parenthèses, parce qu'il faut savoir que du côté du Yémen, il y avait un autre roi, on va dire, qui était converti. Lui, par contre, il était un converti juif. Et par rapport au problème qu'il va y avoir entre les chrétiens et les juifs, il va commencer à massacrer les chrétiens. Donc, plus tard, comment s'appelle, l'Empire Justinien va aider le roi Ezana, donc celui-là, là, je montre, pour ceux qui ne suivent pas, il va aider ce monsieur-là pour qu'il aille pour qu'il puisse en fait tuer ce fameux juif au Yémen. Je ne sais pas si vous me suivez, mais de toute façon, tout ce que je dis, ça, je l'ai dit à ma conférence. Donc, vous pouvez revenir sur ma conférence et vous allez voir que cette partie, je l'ai mieux détaillée. Bref. Donc, voilà. Lorsque Ezana, donc le fameux roi de l'Éthiopie d'aujourd'hui, lorsqu'il va être converti au christianisme, lui, son but, comme je vous l'ai dit, c'est de pouvoir créer un empire. Donc d'abord, il va aller attaquer le Yémen, et plus tard, ce qu'il va faire, c'est que maintenant qu'il a l'appui de Rome, il va aller détruire le Soudan. D'accord? Il va aller détruire le Soudan. Donc, maintenant, vous allez maintenant comprendre peut-être pourquoi, en fait, vous allez un peu plus comprendre ma philosophie et ce que je pense de l'Éthiopie. Parce que moi, je me situe par rapport aux faits. OK? Je me situe par rapport aux faits. Et moi, depuis tout à l'heure, vous voyez bien que ici, nous sommes dans une situation où l'Éthiopie ne joue pas le bon rôle. L'Éthiopie, en fait, fait la collaboration pour pouvoir détruire la culture égyptienne qui date de au moins, enfin, plus de 3000 ans. Donc, en haut, en Égypte, il faut savoir que déjà l'Égypte tombe parce que les chrétiens dominent tout ça, mais l'Empire romain ne peut pas aller jusqu'en Nubie parce qu'en Nubie, on fait de la résistance. C'est clair qu'ils ont Alexandrie, c'est clair qu'ils ont toutes ces terres, mais ils ne peuvent pas rentrer dans la Nubie. D'ailleurs, même dans l'Antiquité, que ce soit les Hyksos, que ce soit les Perses, tout ce que vous voulez, tous ces peuples qui ont attaqué l'Égypte ne sont jamais rentrés en Nubie. Ils ne pouvaient pas y aller parce que là-bas, en Nubie, il y avait une forte résistance. Et en général, ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois que l'Égypte était attaquée, les pharaons allaient en Nubie,
s'organisaient avec les Menjai et après, ils allaient faire la riposte. Ça s'est toujours passé. La Nubie a toujours été le dernier recours. Et à chaque fois, les gens n'osaient pas attaquer l'Égypte en Nubie. Ils ne faisaient pas ça. Ils s'attaquaient vers le delta, tout ça, là où il y a les pyramides. Ils s'arrêtaient là, mais ils ne rentraient jamais en Nubie. Donc maintenant, pour pouvoir contrecarrer ce problème, c'est que l'Empire romain, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire alliance avec le fameux roi Ezana pour que qu'on puisse attaquer le Soudan à revers. C'est ça qui va se passer. Ici, pour moi, je vois que de la trahison. Donc, revenons à notre histoire. Lorsque Ezana va attaquer la Nubie, c'est à partir de cette période-là, en fait, qu'on va avoir de la documentation, ou en tout cas, l'Éthiopie ne décrit plus le Soudan, mais plutôt l'Éthiopie actuelle. C'est vers le 4e siècle que ça va commencer à arriver. Je dis bien que ça va commencer à arriver. Tout à l'heure, j'ai parlé du Soudan et j'ai parlé des résistances. Et là, je vous demande d'étudier les Kandas. Par exemple, là, vous en avez une qui s'appelle Amani Rena. C'était une Kandas, elle était borgne, mais elle a su faire plier l'armée la plus puissante au monde à cette époque. D'accord? Donc, je parle des Romains. D'accord? Là, vous voyez qu'elle tient un Romain et le Romain, il est à genoux. C'était des gens avec qui il ne fallait pas blaguer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, personne n'osait attaquer les Nubiens. Personne n'osait. Ils s'arrêtaient à l'Égypte, mais une fois arrivés en Nubie, parce que les Nubiens ne se laissaient pas faire. Donc voici l'armée nubienne. Là, je passe. Maintenant, quand l'Égypte, là je fais un peu d'histoire, lorsque l'Égypte va tomber, ce qui va se passer, c'est que tous les empereurs vont être chrétiens. Maintenant, ce qu'ils vont faire, c'est essayer de détruire la culture égyptienne parce qu'elle faisait concurrence au christianisme. Et pour ça, ce qu'il faut faire pour pouvoir détruire cette culture multimillénaire, c'est qu'il faut tuer les gens. Donc, on va commencer à assassiner les prêtres, les prêtresses, tout ça là, on va commencer à les tuer, on va commencer à faire de l'intimidation, on va commencer à faire du pillage. Tout ça, c'est orchestré par les chrétiens avec l'appui des souverains chrétiens qu'il va y avoir ce génocide. Donc, ce qui va se passer, c'est que pour ceux qui voulaient quand même garder leur culte, ils vont descendre plus bas en Afrique, en Nubie. Parce que là-bas, comme j'ai dit, les chrétiens ou les romains et tout ce que vous voulez ne rentraient jamais là-bas parce qu'ils savaient que c'était dangereux pour eux, ils ne rentraient pas. Donc, ce qui va se passer, c'est que les gens vont commencer à exiler, enfin, les initiés vont commencer à s'exiler en Nubie. Et ils vont être protégés par ces fameux Béjas, ces anciens Béjas. Là, vous voyez, je vous ai mis une photo. D'accord? Donc, ils vont être protégés par eux. Mais ce que je vais faire, c'est qu'on va lire, d'accord? Et je vous conseille de ce livre que je vais vous montrer là. Achetez ce livre parce qu'il va vous donner une idée de ce qu'il s'est passé à Alexandrie. Comment le christianisme qui va être basé à Alexandrie va faire tout ce génocide, en fait. Ça, c'est des gens, on n'en parle pas. Parce qu'en général, lorsque vous êtes chrétien, on va vous parler des martyrs chrétiens, mais on ne vous parle pas de ce que le christianisme a fait en Afrique, comment le christianisme est rentré en Afrique. On ne vous parle pas de ces choses-là. Et ce livre vous permet de vous donner une idée. Bien sûr qu'après, vous allez faire vos recherches pour approfondir, mais déjà, au moins avec ce livre, vous avez une idée générale. Donc, on va lire un passage de ce livre pour que vous fassiez une idée. OK ? Après avoir mis Alexandrie à feu et à sang, les moines des déserts poursuivirent leur massacre dans la vallée du Nil. Mais cette fois-ci, ils durent affronter une audacieuse opposition, celle des blémisses d'Isis. Dans leurs actions contre les Égyptiens fidèles à leur religion traditionnelle, les moines fanatiques étaient escortés par des soldats de l'Empire chrétien. On s'attaquait donc à des civils, à des gens non armés. Les blémises surgirent en défenseurs, en protecteurs. Ces guerriers étaient des Bédouins, gardiens de la Dodéka-chaîne, c'est-à-dire un territoire long de 12 chaînes, environ 120 km. Le domaine de la déesse Isis de Philaï. Ce territoire était situé à l'extrémité de la Haute-Égypte, au sud de la première cataracte. Les Blémises formaient un peuple extrêmement religieux. Leur religion était la même que celle des anciens Égyptiens.
Ils considéraient le temple de Philae aux frontières de l'Égypte et de la Nubie comme leur premier sanctuaire. Ils avaient aussi, dans leur capitale, Calabacha, un temple consacré à Isis et Horus. À cette époque, les villes et villages de Haute-Égypte ont encore des rues dénommées Isis et Osiris. La ferveur des anciens Égyptiens se maintient malgré la persécution. Les grands combats ont lieu autour de Thébès et Akhmim. Durant un demi-siècle, les Blémises sont la terreur des chrétiens et de leurs moines. Ils attaquent les oasis, chassent les garnisons, emmènent des prisonniers. Les monastères et les couvents et les églises sont également des cibles de la part des soldats d'Isis. En plus de l'intervention des armées impériales, on faisait pression sur les païens de toute autre manière. Poussé par les évêques, le gouvernement brandissait les menaces et les mettait à exécution. Amendes, confiscation, exil, emprisonnement, torture, décapitation et crucifixion. Quant aux prêtres et prêtresses d'Isis, ils étaient brûlés vifs dans les temples ou chapelles qu'on incendiait. Malgré tout, la résistance se maintenait. La plupart des gens aimaient leur religion, lui faisaient confiance et s'y épanouissaient. Des îlots païens subsisteront en différents endroits du pays. En Haute-Égypte d'abord, où le culte d'Isis se maintiendra, à Philae jusqu'au VIe siècle, au point que l'empereur Justinien, pour l'abolir, devra attaquer le temple, tuer ou emprisonner les prêtres et les prêtresses et faire transporter les objets du culte à Constantinople. Survivance aussi à Akhmim où des temples fonctionnent. Tel que souligné précédemment, un sanctuaire majeur est en opération à Ménoutis, aux portes d'Alexandrie, où, dit un chroniqueur de l'époque, les chrétiens sont si peu nombreux et si faibles dans leur foi qu'ils acceptent l'or des païens pour ne pas gêner ces derniers dans leur dévotion. Ok. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont ces personnes, ces fameux blémises, qui vont faire la résistance contre les chrétiens qui sont en train de détruire l'Égypte. D'accord? Ce sont ces personnes-là. Donc, pour nous, techniquement, si les Africains avaient une conscience de leur histoire, ça, c'est les gens qu'on devrait apprendre. Ça, c'est l'histoire de ces gens qu'on devrait apprendre. Parce que eux, ça a été des vrais martyrs. Ils ont donné leur vie pour pouvoir résister à l'invasion et pour pouvoir résister pour que leur culture, cette culture ancienne, puisse continuer à vivre. Donc la page qu'on a lue, c'est la page 63. D'accord? Trouvez ce livre, il doit être disponible à la librairie Taméry. Sinon, vous pouvez le commander sur Amazon. Il n'est pas difficile à trouver. Donc, c'est un petit livre qui se lit tranquillement, mais il est vraiment très, très intéressant. On reviendra sur certains passages tout à l'heure. Donc, voici ces fameux guerriers qui vont faire la résistance contre l'invasion du christianisme en Afrique et qui vont protéger ces fameux réfugiés rentrés en Nubie. Ok? Et maintenant, ici, nous allons voir comment les chrétiens de l'époque médiévale vont décrire ces personnes. Et vous voyez, le racisme commence déjà. Face à ces personnes, vous voyez comment ils sont décrits. D'ailleurs, ce nom blémise vient, ça c'est la version latine, mais il y a un nom grec que j'ai pas mis sur le truc, j'ai oublié le terme, mais en fait, à la base, le terme veut dire ceux qui n'ont pas de tête, dans le sens ceux qui ne réfléchissent pas. Et plus tard, on va utiliser ce terme de manière symbolique, c'est-à-dire qu'on va dire que ces gens n'ont pas de tête et que les yeux sont dans leur torse, sur leur torse. Et c'est pour ça qu'on va les décrire comme ça. Vous les voyez, ces personnes sont décrites à poil, nues, avec des arcs, parce qu'il faut savoir que les Nubiens sont des archers, d'accord? Ils sont reconnus pour ça. Et vous voyez qu'ils sont décrits extrêmement noirs. Je reviendrai sur eux tout à l'heure. Donc, ce qui va se passer en gros, c'est que
le culte d'Osiris va être interdit. Enfin, tous les cultes égyptiens vont être interdits à l'exception de celui d'Isis. Parce que, étant donné que c'était le culte à l'époque qui était le plus populaire, ils se sont dit qu'ils ont besoin de garder ces personnes-là pour pouvoir introduire le culte de Marie. C'est pour ça qu'ils n'ont pas interdit, en tout cas à cette époque-là, le culte d'Isis, parce en fait, ils étaient en train de faire la fusion entre le culte de Marie et le culte d'Isis. D'accord? Et donc, ils vont dire à ces fameux blémistes qui, eux, pratiquaient le culte d'Isis, déjà, on va les chasser d'Alexandrie et on va dire, OK, rentrez en Nubie. Au moins là-bas, donc prenez la statue d'Isis, prenez ce que vous voulez, à l'exception, vous ne prenez pas les autres divinités, uniquement le culte d'Isis, mais vous pouvez le pratiquer, mais uniquement en Nubie. Donc eux, c'est ce qu'ils vont faire. Donc ils vont descendre vers la Nubie. C'est là, en fait, que le culte d'Isis, par ces fameux résistants blémises, va s'installer. Donc voici le temple d'Isis, à Philae, au Soudan. D'accord? Et plus tard, les chrétiens, lorsque Ezana, parce qu'il faut savoir que Ezana va détruire ces fameux blémises, comme je vous l'ai dit, en fait, lui, quand il va se convertir, c'est qu'il va aller attaquer le Soudan. Donc les blémises, maintenant, vont être sur deux fronts. De l'autre côté, ils ont les Romains, d'accord, les Romains chrétiens, tout ce que vous voulez, qui les attaquent, et maintenant, ils vont avoir affaire à Ezana, le nouveau empereur de l'Éthiopie d'aujourd'hui, là, et son armée. Et c'est lui, Ezana, qui va détruire ces fameux résistants, les tuer, les massacrer et installer le christianisme au Soudan. Donc ça, voilà, ça vous pouvez le vérifier ce que je dis. Ça, c'est de l'histoire, c'est pas Mobali qui raconte les bêtises. Donc ici, nous voyons bien que là n'est pas une position qui va dans le sens de protéger l'Afrique. Au moment où l'Afrique elle est envahie, l'Éthiopie d'aujourd'hui fait alliance avec Rome pour pouvoir accélérer la destruction de l'Afrique. Donc, il ne faut pas me parler de racisme. Là, si je mets en perspective les choses, qui fait quoi et qui a le rôle de quoi dans l'histoire? Nous voyons bien qu'ici, le rôle de l'Éthiopie n'est pas un rôle pour protéger l'Afrique. Le rôle de l'Éthiopie ici dans l'Antiquité, c'est la destruction de l'Afrique. Je répète, le roi Ezanaf est pote avec l'empereur Justinien, qui est l'empereur byzantin. Donc Rome, d'accord? Et ils font alliance. Et au moment où Alexandrie est détruite par les chrétiens, au lieu de défendre au moins ses frères africains, ben lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait alliance et profite du chaos pour pouvoir créer son empire en accélérant la destruction de la culture africaine. Donc moi, j'ai un problème avec ce monsieur, mais bon, on va revenir sur lui tout à l'heure. Mais bon, retenez une chose. Lorsque nous regardons les cartes, d'accord, les premiers cartographes, vous voyez que ces fameux blémis, ces fameux Soudanais sont décrits de cette sorte, vous voyez? Donc, ils n'ont pas de tête, d'accord? Et on va commencer à raconter des légendes sur eux. Toute cette histoire, lorsqu'on dit oui, les Africains sont des singes et tout ça, ça commence déjà à cette époque-là. C'est-à-dire que vous avez des Européens qui ne sont jamais allés en Afrique, qui lisent juste des livres voilà, dans l'époque médiévale. Voici ce qu'on racontait ici en Europe quand on décrivait ces fameux Nubiens, là, ces fameux résistants. Vous voyez, ça, c'est pas Mobali qui dessine. Ça, c'est de la documentation chrétienne de l'époque médiévale. Et vous voyez bien les chevaliers chrétiens qui, entre parenthèses, vont en Nubie, sont en face de je ne sais pas quel type d'animal avec des poils, sans tête et des yeux, la bouche sur le torse. Donc le racisme commence ici. D'accord? Ça, c'est pas moi qui raconte des bêtises. Et plus tard, lorsque l'islam va naître, eh ben, va reprendre ces mêmes légendes sur les blémises et maintenant va diaboliser ces blémises en tant que djinn. Donc, lorsque vous voyez la documentation arabe, de la documentation arabe sur tout ce qui est ésotérique et qui parle des djinns, eh ben, ces djinns sont représentés comme les blémises.
Là, c'est pas moi. Vous voyez bien que c'est un document arabe. C'est pas moi qui décide. Je ne sais même pas comment écrire l'arabe, donc je n'aurais pas pu falsifier ce document. Et vous voyez bien que c'est les mêmes blémises décrits par les chrétiens, sauf que pour les Arabes, ce sont des djinns. D'accord? Donc, ces fameux blémises en Nubie priaient aussi Osiris, mais là, ce que vous voyez, c'est Anour. Mais Anour, c'est une version nubienne d'Osiris. C'est les mêmes cultes. D'accord? C'est les mêmes cultes. Là, vous voyez ces fameux blémises avec une épée. C'est eux dont on parle qui faisaient la résistance et qui vont être massacrés par le roi Ezana de l'Éthiopie actuelle. Voilà. Donc, voilà le fameux roi Ezana. Donc, vers 350, il va aller massacrer le royaume de Couche. C'est lui qui va mettre fin au royaume de Couche. Voici le responsable. Voilà. Après, il ne faut pas me traiter de raciste. Donc ici, je vous fais de l'histoire. Les gens là qui aiment bavarder, qui ne connaissent rien à l'histoire, avant de pouvoir parler et défendre des choses, faites un peu d'histoire. Faites un peu d'histoire. Bref, lorsqu'il va aller attaquer le Soudan, il va faire des stèles pour glorifier, ses victoires. Et le pire, c'est que nous avons maintenant ces stèles, elles existent encore aujourd'hui. Et sur ces stèles que lui va écrire, il va écrire ça en guèze, en sabéen et en grec. Et dans la version grecque, d'accord, il va se proclamer en tant que le roi d'Éthiopie. Seulement, lorsqu'il va dire qu'il est le roi d'Éthiopie, il ne faisait même pas allusion encore à son pays, l'Abyssinie, parce que c'est comme ça que ça s'appelait. Il faisait allusion au Soudan, mais ce n'est que plus tard que les interprètes chrétiens vont commencer à l'assimiler. C'est là où l'usurpation va commencer. C'est avec Ezana. D'accord? Parce que lorsqu'il écrit sur cette stèle, lorsqu'il écrit en guèze, en sabéen, il ne fait pas allusion en tant que roi d'Éthiopie, il se dit roi de Couche. Et sur la version grecque, il se dit roi d'Éthiopie. Et c'est de là que la confusion va naître. Donc, je passe. Parce que là, c'est pas truc. Maintenant, pour vous donner une idée, parce que cette stèle-là, elle est traduite, mais le problème, c'est que vous ne trouverez pas beaucoup de littérature concernant cette période dans les livres, dans la documentation française. Bizarrement, tout ce que j'ai pu trouver. Et je cherchais justement à voir le texte de cette stèle. Donc j'ai dû fouiller, et enfin j'ai trouvé un livre en français où on explique ce qui est marqué sur cette stèle. Donc voilà. Donc lisez ce livre, c'est celui-là, Les anciens Éthiopiens de Francis Onfray, qui est un historien français spécialiste de l'Éthiopie ancienne, et j'ai trouvé un extrait où le texte est traduit. D'accord? Donc on va essayer de voir ce que dit le fameux roi Ezana. On va essayer de voir ce qu'il a fait aux Nubiens, ces fameux Béjas là. On va voir. Et quand j'envoyai encore un messager, ils ne m'obéirent pas et refusèrent d'arrêter, alors je leur fis la guerre, et je me mis en route pour la puissance du Seigneur de la terre, et je combattis sur le Takazi, en face de Kelmaké, et ils fuirent sans s'arrêter. Je poursuivis les fuyards pendant 23 jours, en tuant et en faisant des prisonniers, et prenant du butin partout où je m'arrêtais. Tandis que mes troupes qui sortaient ramenaient des prisonniers et du butin, et moi je brûlais leurs villes en maçonnerie et celles qui étaient en paille, mes troupes pillaient leur blé, leur airain, leur fer, et détruisaient les idoles dans les maisons et les magasins de blé et de coton. Elles jetaient les gens dans le fleuve Séda, beaucoup périrent dans l'eau, on n'en connaît pas le nombre, tandis qu'elles coulaient leurs bateaux remplis d'une foule de gens, de femmes et d'enfants. Donc voilà ce que Ezana raconte de son carnage, de son massacre. D'accord? Donc c'est pas Mobali qui raconte. D'accord? Là, c'est le roi Ezana de l'Éthiopie actuelle, converti au christianisme, ce qu'il fait. Le problème, comme je vous ai dit tout à l'heure, que j'ai dit que j'allais revenir là-dessus, c'est que le roi Ezana va au Soudan, et vous voyez que ici, il se satisfait d'avoir détruit les idoles dans leur maison. Mais en fait, dans le texte français, il dit dans leur maison et dans les
textes, dans les traductions en anglais, il dit qu'il a détruit les idoles dans leur temple. En fait, c'est le mot temple, tu vois. Donc lui, il va dans les temples et détruit quand il dit que les idoles et les images et tout ça, on parle des médous en fait. Donc, nous voyons, quand vous allez encore aujourd'hui en Nubie, que vous rentrez dans les temples égyptiens et que vous voyez les graffitis chrétiens et tout ça là, tout ce qu'ils ont saccagé, ben, tout ça là, c'est grâce au roi d'Éthiopie, Ezana. Sans lui, tout ce bordel n'aurait jamais eu lieu. Parce que l'empire byzantin romain avait du mal à accéder à la Nubie. Parce que ces gens savaient se défendre, savaient se battre. Donc, il a fallu créer deux fronts. Et c'est comme ça qu'ils ont été détruits. Donc, merci le roi Ezana pour cela. Là, vous voyez encore un temple au Soudan, mais la photo, elle est difficile de la trouver en meilleure qualité. Mais j'ai pu trouver un dessin qui illustre, en fait, les médous qui sont sur ce temple. Et donc, on peut voir sur cette illustration Ramessou, et au milieu, en fait, c'était une niche. Je pense c'est la statuette d'Amon que les chrétiens vont détruire, casser, et à la place, ils vont mettre la statue de Saint-Pierre. Et donc maintenant, nous avons le roi Ramsès faire des offrandes à Saint-Pierre. Ça, c'est le genre de choses que les chrétiens adoraient faire en Égypte. Ok, tout ça n'aurait jamais été possible sans la conversion d'Ezana. D'accord, parce que c'est lui qui va permettre la destruction définitive du Soudan, qui était le dernier bastion, en tout cas l'endroit où se faisait encore la résistance, parce que ces gens-là, en fait, étaient dans la défense pour pouvoir préserver le culte des anciens. Bon, lorsque nous observons un peu les cartes de l'époque, on peut observer que l'Éthiopie ne désignait jamais l'Éthiopie d'aujourd'hui. Dans toutes les cartes anciennes, vous allez voir que ce qu'on appelle aujourd'hui l'Éthiopie est désigné comme l'Abyssinie. Okay, et l'Éthiopie, dans les cartes, très souvent, c'est le centre de l'Afrique. Ici, je prends une autre carte et nous avons encore le même problème. L'Éthiopie n'est pas au bon endroit. Ça veut dire que ce que nous appelons l'Éthiopie dans le monde ancien, quand tu disais Éthiopie, c'était soit le Soudan, soit le milieu de l'Afrique. Et quelquefois, c'était l'Afrique entière qui était appelée aussi l'Éthiopie. Mais il faut savoir, parce que c'est là aussi rentre la confusion dans chez certains Africains, c'est que quand ils voient ça, ils pensent que les autochtones s'appelaient des Éthiopiens. Non. Quand les Occidentaux, les Grecs, les Latins, tout ce que vous voulez, lorsqu'ils avaient en face d'une personne le visage noir, ils l'appelaient Éthiopien. De la même façon qu'aujourd'hui, quand un Occidental voit un Noir, eh ben, s'il veut faire un raccourci très simple, il ne va pas dire un Congolais, tout ça, et c'est une perte de temps pour lui. Ou il va t'appeler Noir, ou il va t'appeler Nègre. En choisissant ces deux termes, pour lui, il simplifie l'équation. Mais à cette époque, c'était comme ça. Quand tu disais Éthiopien, ça veut juste dire que tu es quelqu'un qui a le visage noir. Donc, y compris les Indiens étaient aussi appelés les Éthiopiens. C'est pas parce que les Indiens viennent de l'Afrique, mais c'est parce qu'ils avaient la peau extrêmement noire, comme les Soudanais, qu'eux aussi étaient qualifiés d'Éthiopiens. Voilà. Donc, vous voyez, Abyssinie à chaque fois. Et l'Éthiopie, c'est le milieu de l'Afrique. Tu vois, et sur cette carte, l'autre carte en haut, c'était marqué le Soudan, mais là maintenant, tout ça, c'est parti, tout ça s'appelle l'Éthiopie. Maintenant, comme vous avez pu le remarquer, l'Éthiopie actuelle, dans les anciennes cartes, était appelée l'Abyssinie. Mais quand vous allez faire un peu de recherche là-dessus, que vous prenez un dictionnaire, une encyclopédie ou un dictionnaire de la Bible ou ce genre de littérature, vous allez vous apercevoir qu'ils vont vous dire que le terme Abyssinie est un terme sémitique, un terme sémite qui veut dire mixte. D'accord? C'est ça le consensus aujourd'hui là-dessus.
Maintenant, certains historiens éthiopiens euh, n'aiment pas, en fait, n'aiment pas ça. Je ne dis pas tous, mais dans certains historiens réfutent cette, cette étymologie. D'accord? D'autres vont dire que certes, c'est un terme sémite, mais il ne veut pas dire mixte. Mais ça, c'est un autre débat, parce qu'en fait, pour beaucoup, là, on rentre dans un truc de guéguerre entre certains Éthiopiens qui n'aiment pas être qualifiés d'arabes. Mais si on doit être clair et rigoureux, il n'y a pas de peuple qu'on peut désigner d'arabe, parce que tout ça là, ça vient à partir du 7e siècle. Bien avant, nous n'avons pas de documentation, ni de langue, ni d'écriture, ni de témoignages de gens qui se disent arabes. Nous avons des peuples qu'on va qualifier de sémites, mais qui, pour des problèmes théologiques, donc d'autres vont être des juifs, d'autres vont être des musulmans, d'autres vont être des chrétiens, vont se diviser et vont créer de la division entre eux. Mais génétiquement, c'est les mêmes peuples. Génétiquement, c'est la même famille, mais pour des problèmes théologiques, ils se font la guerre. Donc, quand certains historiens essayent un peu à partir de ce mot, de se dissocier, ça, on est dans des problèmes théologiques qui le regardent parce qu'ils ne veulent pas être alliés aux Arabes pour des problèmes de religion. Mais ça, pour nous, en fait, ça, c'est pas notre problème. On n'a rien à voir. Pour nous, en tout cas africains, tout ce qu'on peut retenir, c'est que ce terme n'est pas un terme endogène. C'est un terme venu d'ailleurs. Qu'il veut dire mixte, que ça soit validé ou pas, ça ne change rien à l'équation, ce n'est pas un terme africain. Voilà, parce que ça va m'éviter de faire des débats inutiles là-dessus. Voilà, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, vous tapez le terme Abacha ou Abécha sur Google, vous allez dans Images, voilà ce que vous allez trouver. Et ici, on est loin des fameux visages brûlés décrits par les Grecs, décrits par les Latins. D'accord? Ici, on est loin de ça. Parce que moi, je ne vois pas des gens au visage brûlé. Et le terme en lui-même, par rapport au consensus, c'est que ça veut dire mixte. Qu'ils l'acceptent, que certains n'acceptent pas parce qu'ils ont des problèmes théologiques, ça, c'est un autre débat. Mais ici, moi, mes yeux ne voient pas ces fameux Soudanais. Mes yeux ne voient pas ces fameux Africains au visage brûlé. Moi, je vois des métis. Je vois des gens à la peau claire. Et ma conférence de la dernière fois n'essayait juste de vous sensibiliser sur l'origine de ces peuples. Donc, quand je fais ça, ce n'est pas pour faire du racisme, de la division, c'est juste pour faire de l'histoire. Point barre, arrêtez d'être émotionnel. Et ça, tout à l'heure, le désaccord va commencer entre les gens qui ont fait des commentaires stupides et moi. Donc, ces fameux Éthiopiens que j'ai décrits tout à l'heure au début de mon exposé, au tout début, d'accord? Ceux-là, ils viennent du sud de l'Arabie. Au premier millénaire, ils se mixent avec les autochtones ici. Et c'est de là que va partir ces fameux Éthiopiens dont nous parlons très souvent. Donc je reviens pour bien clarifier mon propos, parce que je vous ai expliqué. Lorsque nous parlons des Éthiopiens, en général, nous ne faisons jamais allusion à eux, d'accord? Ni à eux, ni à eux, ni à eux. En général, nous faisons allusion à ceux-là, d'accord? Et à ma conférence, lorsque je parlais, je faisais référence à ceux-là. Et ceux-là, ce ne sont pas des authentiques africains. Et le dire, ça ne fait pas de moi quelqu'un de raciste. Arrêtez vos stupidités. Arrêtez vos bêtises. Lorsque eux-mêmes, d'accord, eux-mêmes, parce que peut-être que vous aimez, moi quand je le dis, Mobali a dit, alors on va laisser l'ADN parler, d'accord? Laissons l'ADN parler. Attendez. Donc voici une Éthiopienne, d'accord, qui fait ses tests ADN. De toutes les façons, ce que j'ai fait, moi, je suis parti sur YouTube et par curiosité, juste pour voir, d'accord, j'essaie de voir, parce qu'aujourd'hui, les gens font les ADN et des fois, des gens, quand on a l'ère du numérique, les gens font des lives pour voir leurs résultats. Donc moi, j'ai été curieux parce que je sais que ces peuples viennent du sud de l'Arabie et que beaucoup ont contesté. Bon, déjà que ceux qui ont contesté et qui sont eux-mêmes des Éthiopiens devraient commencer juste par faire des tests ADN.
Après, on en reparle. Mais dans le cas de cette demoiselle, elle-même, elle est choquée parce qu'au final, quand vous allez voir la vidéo, j'ai vu, pas que cette vidéo, j'ai vu plein de vidéos. Même là, ici, mon exposé n'est pas pour faire une liste de vidéos que j'ai vues, mais c'est juste pour résumer à peu près ce que je veux dire et pour vous montrer que ce que je dis, ça concorde avec les faits. D'accord? Attendez. Elle-même, elle est choquée. Attendez. Donc, vous voyez dans ces tests, là, vous voyez bien que c'est marqué 52% Moyen-Orient, 33% l'Afrique du Sud, enfin le sud de l'Afrique, et 15% les autres régions. Et en fait, quand vous allez voir l'intégralité de cette vidéo, les 15%, en fait, c'est les pays du nord de l'Afrique. Donc, comment on appelle ça, le Maroc, tous ces pays-là, ça, c'est les 15%. Donc, ça, c'est lié forcément au trafic, au commerce qui se faisait, comme cette partie d'Aksum il y avait beaucoup de commerce. Donc, quand il y a beaucoup de commerce, ben, il y a des gens de toute origine qui viennent. Attendez, je remets la vidéo. Je préfère que ça sorte de sa bouche. Oman, Yemen, Iraq, Saudi Arabia, Jordan, Oman, Yemen, United Emirates, which is UAE, Lebanon, and Israel. And Ok. Donc, le Yémen, l'Iran, l'Irak, la Syrie, Israël et même le Pakistan. D'accord? Donc, quand je dis dans ma vidéo, d'accord, quand je dis dans ma vidéo que ce ne sont pas des authentiques africains, ce n'est pas pour vous, c'est pas du racisme, mais c'est juste en fait parce que certains Africains disent, d'accord, part du principe que le judaïsme est africain et pour valider ça, ils s'appuient sur l'Éthiopie en disant que ce sont eux les vrais Hébreux. Parce qu'en fait, le débat ici, c'est de dire que le judaïsme est né, que c'est quelque chose qui est de l'Afrique, qui n'est pas quelque chose qui est venu d'ailleurs. Mais les personnes sur lesquelles ces mêmes idiots africains-là, qui aiment s'identifier à n'importe quoi, ces mêmes personnes auxquelles ils s'identifient ne sont même pas à 100% africains. Voilà où est-ce que je voulais en venir. C'est ça que j'ai essayé d'expliquer. D'accord? C'est ça que j'ai essayé d'expliquer. Mais ce n'est pas dans un but de pouvoir, comment je peux dire ça? De pouvoir dire, OK, toi, tu as tant de pourcents, alors je te donne la médaille, tu es africain, toi, tu as tant de pourcents. Non, c'est pas cela. Il y a un contexte que j'essayais d'expliquer. C'est ça que je veux, c'est ça, en fait, faut que vous compreniez bien ma pensée. D'accord? Ma pensée, c'est celle-là. Et le pire, c'est que quand vous allez voir toute la vidéo, attendez. Je n'ai pas envie de me tuer. De toute façon, tout ça, c'est disponible. Allez sur YouTube, faites tout ça. Mais le pire, c'est que vous allez voir, et il y a plein de cas où les gens font ce genre de tests, ils sont surpris de voir à quel point ils sont plus du Moyen-Orient que d'authentiques Africains. Mais le pire dans tout ça, c'est que la plupart d'entre eux n'ont même pas du sang éthiopien. Putain, c'est dommage parce que j'ai pas envie de faire passer toute la vidéo, mais quand vous allez voir, que la personne elle va s'apercevoir qu'elle n'a même pas du sang éthiopien. Tu vois? Elle n'a même pas du sang éthiopien et que dans le pourcentage qu'elle a d'Africains, en fait, c'est toute la partie du Kenya, de l'Ouganda, de l'Afrique du Sud. Mais ça, il y a peut-être une explication parce que ici, ces gens vont être impactés avec le trafic qui va se faire avec l'empire Oman. Donc les Arabes, lorsqu'ils vont faire de l'esclavage et qu'ils vont attaquer l'Afrique, ça, c'est les zones qui vont être impactées. Le Kenya, l'Ouganda, jusqu'en Afrique du Sud. C'est là-bas que la langue, le Swahili va naître, à cause du mélange des peuples arabes et des peuples africains. Parce que ça va être le Swahili va être la lingua franca de cette région. Donc c'est ça qui explique qu'elle n'a même pas du sang éthiopien et qu'elle a du sang du Kenya, du sang de l'Ouganda, parce que cette partie a été fortement impactée. D'accord? Voilà. Bref, je ne vais pas trop rester sur ce cas-là, d'accord? Ça, c'était vraiment juste une parenthèse et je n'utilise pas ça comme argument pour valider mon propos. Ici, c'est vraiment juste pour illustrer ce que je voulais dire, d'accord? Donc, ne me prenez pas la tête pour me faire des commentaires stupides. C'est juste vraiment un exemple parmi tant d'autres que j'ai pris et que j'aurais pu prendre autre chose. Voilà. Voilà. Maintenant, on va oublier cette histoire d'ADN.
laissant les artefacts de leurs ancêtres, de ce que eux-mêmes de ce que même eux-mêmes disent. D'accord? Je préfère, parce que là, au moins, on ne va pas dire, Mobali, tu inventes. Eux, d'accord? Lorsqu'ils décrivent leurs ancêtres, voilà comment ils décrivent leurs ancêtres. D'accord? Ici, nous sommes dans une église en Érythrée. De toute façon, je vous ai mis le lien au-dessus. Et si vous avez besoin, vous me contactez en privé et je vous donne la référence où vous trouvez ce dessin. Et lorsque vous voyez bien, vous voyez que des gens avec une barbe et des turbans sur la tête, que ça ne peut pas être des Africains. Parce que moi, déjà, là, là, quand je vois ça et que les gens dessinent ça en disant oui, ça, c'est nos ancêtres, nanana, eux-mêmes disent que ce ne sont pas des Africains. Ce n'est pas moi. Après, il ne faut pas m'attaquer en me disant je suis raciste. Je ne fais qu'exposer les faits. Parce que moi, ici, je vois ça. Dites-moi où est la différence entre ça et ça. Parce que pour moi, c'est les mêmes personnes. Et le fait de le dire, ça ne peut pas faire de moi quelqu'un de raciste. J'ai un cerveau qui réfléchit et moi, je vois les mêmes personnes. Que ça vous choque, que ça ne vous choque pas, ça, c'est votre problème. D'accord? Moi, ici, je vois les mêmes personnes. Ici, lorsque je prends les textes égyptiens, d'accord, et que je vois un Hyksos décrit par les Égyptiens, que les Égyptiens disent que ces personnes-là ont toujours été nos ennemis, et que je prends un Yéménite, d'accord, une vieille photo d'un Yéménite, je vois les mêmes personnes que les Égyptiens ont vues. Je vois le même nez, je vois le même regard, je vois la même coiffure, je vois les mêmes personnes. Je vois les mêmes personnes que nos anciens ont dit, ces personnes-là sont des gens à problème. Quand je vois les textes égyptiens qui nous décrivent ces gens, ces Hyksos, que ce soit les Hyksos, que ce soit les Chassous, que tous ces peuples du Nord que les Égyptiens ont décrits, et de toutes les façons, à chaque fois qu'ils les ont décrits, ça n'a jamais été pour dire que ces gens sont fiables, sont bien, ils nous traitent bien. Ça a toujours été pour dire que ces gens sont mauvais, qui nous ont envahis, qu'ils ont fait ceci, cela, qu'ils ont des coutumes douteuses, d'accord, qui tuent des gens et que cela. Voici ce qu'on récolte d'eux. D'accord? Voilà. Et quand je le dis une fois de plus, c'est pas pour faire du racisme. Parce que depuis qu'on connaît ces personnes, depuis l'Antiquité, depuis les Égyptiens, depuis tout ça là, les rapports qu'on a avec eux, ça a toujours été des rapports de guerre. Ça a toujours été des rapports où ces gens ont envie de nous détruire, rentrer en Afrique et faire du n'importe quoi. Et à chaque fois qu'ils l'ont fait, d'accord, ils n'ont jamais apporté quoi que ce soit de bon en Afrique. Voilà. Moi, je vois les mêmes personnes. Je vois les mêmes personnes. Là, vous voyez la photo là le gars au milieu. Ça, c'est ces gens que vous trouvez en Alexandrie aujourd'hui, là, quand ils ont conquis l'Alexandrie. Donc ça, c'est à l'époque grecque, vous les voyez. C'est les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes. Et moi, je ne vois pas des Africains ici. Je vois des gens venus soit de la Syrie, soit de la Turquie, soit de l'Iran, soit de l'Irak. C'est ces personnes-là que je vois. D'accord? Ces mêmes personnes. C'est les mêmes personnes. D'accord? Et eux, quand ils font dans leur iconographie, regardez vous-même, est-ce qu'ils dessinent un Africain? Ils ne dessinent pas un Africain. Nous sommes en Afrique. Le pays s'appelle le pays des visages brûlés, le pays des Noirs. Et lorsqu'ils dessinent leurs ancêtres ou lorsqu'ils dessinent des divinités, ils ne dessinent à aucun moment des Africains. Ce n'est pas ce qu'ils font. Lorsqu'ils dessinent leurs ancêtres, ils ont l'opportunité de le faire. Ben, si vraiment dans leur conscience, ils se considéraient comme Africains, mais ils dessineraient des Africains, ce qui est tout à fait logique. Que les Européens dessinent un dieu blanc, c'est normal, c'est des Européens donc qui dessinent un dieu à leur image. Mais lorsque des Africains, de leur propre, ils sont dans leur continent, ils ont l'occasion de dessiner leurs propres ancêtres, mais ils ne dessinent même pas leurs propres ancêtres des gens du continent. Ils dessinent des ancêtres d'ailleurs. C'est qu'il y a un problème. Soit ils sont aliénés, donc ils ne connaissent pas l'histoire, soit ils connaissent l'histoire et ils nous révèlent que oui, nous n'avons rien à voir avec ce continent, nous venons d'ailleurs, c'est tout. Parce que lorsque vous prenez la documentation égyptienne, quand les Égyptiens dessinent
les Africains, ils dessinent toutes les variantes de ce qu'ils ont rencontré. Et ça, c'est pas de manière péjorative. Quand ils voient un Nubien, ils le dessinent noir. Quand ils voient les autres Africains qui ont le teint clair, ils dessinent des gens de teint clair. Tout le monde est représenté dans la documentation égyptienne. Ici, il ne s'agit pas de dire que oui, les clairs sont meilleurs que les autres. Si le pharaon, il est noir, il dessine un pharaon noir. Si il est clair, il le dessine clair. Si, voilà, il dessine ce qu'il voit et ils n'ont pas de préjugés de couleur, de quoi que ce soit. Parce que tout le monde est représenté. Tous les types que l'Afrique contient sont représentés. Donc ici, il n'y a pas ce rapport de couleur. Mais bizarrement, lorsque nous regardons l'iconographie éthiopienne, nous voyons que les autres couches ne sont jamais représentées. Ici, la couche qui est représentée, c'est la couche qui a un rapport avec l'Arabie, qui a un rapport avec l'Iran, l'Irak, tous ces pays-là qui ont conquis l'Afrique. D'accord? Donc, ce n'est pas Mobali qui dit du n'importe quoi, ce n'est pas Mobali qui est raciste, ça n'a rien à voir. D'accord? À chaque fois que vous allez voir dans la documentation de ces fameux Éthiopiens, regardez, là, c'est pas. Est-ce que c'est moi qui ai dessiné ça? Vous voyez pas que ici, à chaque fois que ces gens décrivent les Noirs, c'est dans un rapport de force, que ce n'est pas dans un rapport amical, que ce n'est pas dans un rapport où ils vivent ensemble, mais il y a un rapport de force entre les plus clairs et les plus foncés. Et lorsque moi, je vais le décrire, que ça sort de ma bouche, vous me traitez de raciste, j'espère que là, maintenant, tous ces gens-là, parce que là, je vais démontrer, les gens qui ont parlé, là, maintenant, je vous donne maintenant, parce que vous m'avez traité de raciste, mais il n'y a aucun fait. Mais là, maintenant, je vais vous mettre face aux faits historiques. Et j'espère que vous allez avoir le même engouement là en me laissant des commentaires stupides. Là, j'espère que vous allez maintenant faire la même chose les concernant. Bref, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Ici, lorsque Ezana va se convertir au christianisme et qu'il va commencer à faire des pièces sur les pièces que lui, il va frapper, on va voir ce symbole. Et ce symbole, vous le trouvez en Mésopotamie. D'accord? Ce symbole représente le dieu de la lune, Sin. Tapez sur Internet. Le dieu Sin ou Nanar Sin. D'accord? C'est le dieu de la lune. Et cette divinité, vous ne la trouvez pas en Afrique. Cette divinité, vous la trouvez en Mésopotamie. Donc, une fois de plus, nos frères qui sont là à dire oui, fuck Babylone, alors que nous voyons bien que ces gens dont vous êtes fiers pour dire fuck Babylone, eux-mêmes, vous ne pouvez pas faire pire qu'eux parce que eux, ce sont des Babyloniens. Quand vous entendez Irak, Syrie, tout ça là, ben oui, c'est l'empire babylonien. D'accord? Voici une autre divinité qu'on trouve en Éthiopie. Ça veut dire que ces fameux Éthiopiens dont je vous ai montré, voici leur divinité. Ce ne sont pas des divinités africaines. D'accord? Al-Maka, là, ce n'est pas une divinité égyptienne, c'est une divinité de la lune. C'est la version proto-arabe du dieu de la lune qui s'appelle Sin. C'est la même divinité. D'accord? Là, vous voyez des artefacts. Ce n'est pas moi qui fais ça dans ma chambre. Là, c'est de l'archéologie. D'accord? Et voici le dieu Sin babylonien. Et là, vous avez là où j'ai mis le rond, en fait, ça c'est en Israël. À Hazor, vous avez cette divinité. Et de l'autre côté, je vous ai mis le dieu Sin. Et lorsque vous voyez déjà la lune avec le soleil, avec l'espèce de rayon qui donne l'impression que c'est une étoile, ça vous ramène déjà au symbole plus tard qui va être utilisé dans l'islam. D'accord? Donc, il y a une continuité. Ici, la culture, ce n'est pas la culture du sud de l'Afrique, ce n'est pas la culture égyptienne. Ici, lorsque eux parlent de leurs ancêtres, nous voyons que la culture, c'est la culture babylonienne, que c'est la culture syrienne, d'accord? Que c'est la culture des Hyksos. Ce n'est pas la culture il n'y a pas une connexion entre eux et les Égyptiens, les couches avec Couche ou avec l'Afrique du Sud. Il y a une connexion avec la Mésopotamie. D'accord? C'est là où je veux vous emmener. Ici, vous avez ce qu'on appelle un hexagramme. Le problème, c'est que nous, vous allez taper l'étoile de David. Si vous tapez ça et que vous cherchez l'origine, vous ne trouverez pas l'origine. Mais si vous tapez le terme hexagramme, vous allez trouver l'origine de ce symbole. Mais ce symbole, d'accord, n'est même pas, parce que nous, on nous a appris que ce symbole est juif. Ce symbole n'est pas juif. Ce symbole, à la base, est utilisé dans la mystique arabe. Et plus tard, les kabbalistes vont l'utiliser pour eux. Donc, à la base, c'était un symbole arabe.
les chrétiens vont le récupérer, mais ils n'en connaissaient pas la ils n'en connaissaient pas la signification, donc ça sera juste ils vont juste l'utiliser de manière décorative, sans savoir ce que ça représente. Puis plus tard, les kabbalistes juifs vont l'utiliser et le mettre dans leur drapeau. Donc c'est récent, parce que ça, ce n'est pas le symbole des juifs, ce n'est pas le symbole le plus ancien des juifs. Pour les juifs, ça a été comment vous appelez ça? Le chandelier, là. C'est ça le symbole le plus ancien. C'est pas l'étoile. L'étoile, c'est plus tard. C'est vraiment plus tard. Mais à la base, ce sont les Arabes qui utilisent ce symbole. D'accord? Et donc, c'est pas, si vous voulez en savoir un peu plus, c'est pas Mobali qui raconte. Ce monsieur est un historien juif et spécialiste de la Kabbale. Moi, je ne suis pas dedans. Donc ça, c'est eux-mêmes qui racontent leurs histoires. Et c'est lui qui va vous raconter tout ce que je dis là, qui va approfondir. Donc ceux qui veulent en savoir plus, voici la personne à qui vous devrez vous référer. D'accord? Gershom Scholem, c'est lui. Vous tapez ça sur Internet, il a des ouvrages, achetez-les et lisez. D'accord? Comme ça, vous n'allez pas dire que Mobali dit du n'importe quoi. Donc voilà, tout à l'heure, j'ai dit que ce symbole était un symbole décoratif pour les chrétiens. Les chrétiens utilisaient ça pour la décoration, mais ils ne connaissaient pas la symbole. Ils voyaient ça, ils trouvaient ça génial, et voilà, ils mettaient ça comme décoration. Mais à la base, ce sont les Arabes qui l'ont utilisé. D'accord? Ici, vous avez un sceau chrétien. Donc, c'est pas juif, là, c'est un sceau chrétien. Et tout à l'heure, je vous ai dit que ça a un rapport avec la Mésopotamie. Vous voyez que dans les artefacts de la Mésopotamie, ou babylonien, vous voyez que le symbole qui va plus tard être le symbole de l'islam, eh ben, existe déjà à cette époque. Donc ce n'est pas Mobali qui raconte des bêtises. D'accord? Et eux, plus tard, ils vont l'appeler le sceau de Salomon. Mais ce n'est pas parce qu'ils l'appellent le sceau de Salomon que ça existe, que c'est Salomon qui va l'utiliser. Ce symbole existait bien avant, parce que je vous l'ai montré dans les artefacts sumériens, tout ça. Je vous l'ai montré. D'accord? Vous-même, quand vous allez taper, vous allez trouver. Et là, quand vous voyez ça sur le chapeau du pape, il ne faut pas crier au satanisme. C'est juste que depuis l'Antiquité, ce symbole était un symbole aussi chrétien. Mais sauf que, je me répète, les chrétiens n'en connaissaient pas la signification. Ils l'utilisaient juste comme ça parce que ça fait beau. Donc, quand vous voyez le pape mettre ça sur sa tête, c'est pas que c'est un sataniste. Arrêtez de crier bêtement des choses que vous connaissez pas. Vous connaissez pas l'histoire. Ça n'a rien à voir. C'est pas du satanisme. Voilà, ça c'est la parenthèse. D'accord? Lorsque les francs-maçons, vous les voyez utiliser, parce que là c'est ça, vous voyez les deux piliers de Salomon, parce que faut savoir que les francs-maçons ne sont que ce qu'on appelle les templiers. Donc à la base, c'est les soldats du Christ. Et c'est lorsque ces soldats du Christ vont rentrer au Moyen-Orient qu'ils vont rencontrer les cultures du Moyen-Orient, notamment Baphomet, d'accord? Et tous ces symboles qui vont les récupérer. C'est pour ça qu'ils font ça, c'est pour ça qu'ils mettent ça. C'est parce que ça, c'est des symboles qu'ils ont récupérés au Moyen-Orient. C'est pas du satanisme. Arrêtez, il faut faire un peu d'histoire. Arrêtez d'avoir peur, arrêtez de crier des choses parce que vous ne connaissez pas, c'est Satan. Non, il faut étudier. Il faut étudier. Voilà. Bref. Et lorsque vous voyez dans les documents arabes, là par exemple, vous avez le livre des merveilles, qui est une documentation arabe, vous voyez que l'étoile est liée. D'accord? Donc ça, c'est des livres où on fait de l'astrologie, l'astronomie, tout ce qui est un peu ésotérique, tout ça là, mais ces symboles font partie de cette documentation arabe. Okay, donc je ne raconte pas du n'importe quoi. Là, vous avez des documents arabes, ce n'est pas des documents juifs, ce n'est pas des documents chrétiens, ce sont des documents arabes, mais vous voyez que ce symbole existe. D'accord? Je zappe ici parce que j'ai zappé Baphomet, parce que je ne sais pas pour quelle raison, lorsque j'ai posté, quand Facebook a vu le truc de Baphomet, ils ont coupé ma vidéo pour des raisons où on ne montre pas la sexualité de je ne sais pas quoi. Apparemment, ça ne rentre pas dans le cadre. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai zappé la photo avant, d'accord, pour éviter que ma vidéo soit censurée. Bref. Donc, quand les Éthiopiens utilisent comme symbole ce même symbole babylonien dans leur drapeau, ils savent ce qu'ils font. Ils n'utilisent pas un symbole africain, ils utilisent un symbole de leurs ancêtres, sumériens, babyloniens, syriens, tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas un symbole africain. Donc eux-mêmes vous expliquent, parce que ces gens, quand ils font ça, quand ils utilisent la symbole, ce ne sont pas des idiots, ce ne sont des gens qui connaissent bien leur histoire.
d'accord? Lorsque vous voyez le même symbole dans le drapeau du Maroc, d'accord? Vous voyez que les Marocains n'utilisent pas ce symbole parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Ils savent que ce symbole est le symbole de leurs ancêtres, que les Arabes vont prendre, d'accord? Mais c'est un symbole sumérien qu'on trouve, qu'on trouve dans la culture sumérienne, mais pas que. D'accord? Donc, plus tard, les Arabes vont prendre ça, les chrétiens vont le prendre, puis après, les Juifs vont le prendre. D'accord? Mais c'est le même symbole. OK? Et d'ailleurs, ce symbole, vous le voyez sur la tête d'Alexandre le Grand. Ici, on ne parle même pas d'islam parce qu'il n'y a pas encore d'islam. Ici, vous ne pouvez pas parler de judaïsme parce qu'il n'y a pas encore de ce on peut appeler le judaïsme. Ici, vous ne pouvez même pas parler de christianisme, mais vous voyez que ce symbole existe déjà. Là, je vous ai mis une pièce de monnaie de l'époque chrétienne et vous voyez que ce symbole de ce qui va être l'islam, eh ben, c'est déjà là. D'accord? C'est déjà là. Bon, tout ça pourquoi? Pourquoi je fais ça? Parce que nos frères Rasta qui aiment dire fuck Babylone, tout ça là, moi je comprends plus. Parce que premièrement, je viens de vous montrer que dans la destruction de l'Égypte, ce que vous appelez aujourd'hui l'Éthiopie a une forte implication parce que eux, avec le roi Ezana, vont contribuer à détruire le Soudan. Donc je ne vois pas pourquoi un frère Rasta va mettre l'étoile de Salomon, ça veut dire qu'il est un symbole qui n'a rien à voir d'ailleurs avec le judaïsme, puisque c'est un symbole babylonien. Donc vous mettez un symbole babylonien, vous mettez la destruction, vous mettez le symbole Ankh, qui est un symbole kamite, que le roi Ezana, qui est l'ancêtre d'Haïlé Sélassié, qui a détruit Kemet. Je ne comprends pas ici le rafistolage qui se fait. Ça, c'est parce que nous ne maîtrisons pas l'histoire. Et comme nous ne maîtrisons pas l'histoire, quelque part, nous glorifions nos propres ennemis. Et c'est là où je ne comprends pas. C'est là où on doit un peu arrêter. Tu vois, ici, le but, c'est pas de diaboliser les Éthiopiens ou de me mettre à dos les Éthiopiens ou nos frères Rastas. C'est pas ça. Sauf que je constate que les Africains, premièrement, on a vraiment un problème avec l'histoire. On n'étudie pas assez. Et parce qu'on n'étudie pas assez, nous faisons les mêmes erreurs. D'accord? Il faut à un moment donné qu'on puisse un peu prendre le temps d'étudier l'histoire. Les gens font de la propagande, ça a toujours été le cas de tout temps. La France dit que c'est le pays des droits de l'homme, alors que nous savons qu'au moment où elle déclare qu'elle est le pays des droits de l'homme, les Africains sont des esclaves. Et encore après, les Africains se retrouvent dans des zoos, ici à Paris. Les gens payent, font la queue, et au même titre qu'ils vont aller voir les lions, tout ce que vous voulez, on vient voir les nègres. Il n'y a pas si longtemps que ça. D'accord? Alors que la France dit qu'elle est le pays des droits de l'homme. La France va dire qu'elle a la plus belle avenue au monde, alors que nous savons tous que ce n'est pas le cas. Moi, franchement, quand je vais aux Champs-Élysées, je n'ai pas l'impression de voir que c'est la plus belle avenue du monde. Je n'ai pas vraiment l'impression. Et vous aussi, vous le savez. Mais les gens font de la propagande, c'est comme ça. Lorsque l'Éthiopie va dire qu'ils sont liés à Salomon et qu'ils n'ont jamais été vaincus, tout ça, là, ça s'appelle la propagande. Ils ont le droit de le faire. Toutes les nations font ça. Sauf que nous, autres Africains, on n'est pas obligé d'amplifier ça. On n'est pas obligé comment je peux dire, de valider ça. On n'est pas obligé. On doit étudier l'histoire froidement, telle qu'elle est, et eux, s'ils font de la propagande, tant mieux pour eux, mais nous, on n'est pas obligé de valider ça. C'est tout. Bon,